ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Ravi de vous retrouver dans l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond. C'est tous les lundis pendant une heure exactement. Ce soir, 2 titres, 2 thèmes. Dans les coulisses du football, formation, agent business avec Cyril Goprou, de l'école de foot au rêve professionnel. Un petit retour, l'étape cruciale pour Elijah Bwembo Mpaka. Pour en parler, pour m'accompagner, bonsoir Kevin Makazi. Bonsoir à tous, salut Farid. Merci d'être parmi nous ce soir, Kevin, et Abou Chatri sur ta droite. Comment vas-tu, Abou ? Salut Farid, toujours, ça va toujours bien. Il a fait une belle entrée en matière. T'as vu ça ? Ouais. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Voici le programme, mesdames, messieurs. Que se passe-t-il vraiment autour des joueurs professionnels avec Cyril Djibril Goprou, proche de plusieurs joueurs professionnels dont Eli Wahi et Michael Nadé. Nous revenons sur le parcours des joueurs, les enjeux de la formation et le rôle croissant du business dans le football. Bienvenue à ce micro, Cyril. Merci à vous pour l'invitation. Bonsoir à tous. Après un parcours en club amateur et semi-pro, Elijah Bwembo Mpaka, l'attaquant de l'Entente Sanois-Saint-Gratien, vif comme l'éclair et à l'aise dans le jeu combiné, vise les sommets. Ce soir, il est notre invité également. Bienvenue à ce micro, Elijah. Bonsoir et merci pour l'invitation aussi. Merci messieurs d'être présents ce soir. On va pouvoir démarrer le 28e numéro de la saison. Vous êtes au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. C'est parti. Le 100% football amateur, culture foot. Proche de plusieurs joueurs professionnels, Cyril Djibril Goprou connaît les rouages du football moderne. Cyril, première question. On entend souvent dire que les joueurs pros vivent sur une autre planète, trop sollicités, trop sous pression. Toi qui es au cœur de tout ça, c'est un mythe ou une réalité ? Non, c'est une réalité. En fait, les gens de l'extérieur n'ont pas forcément conscience des enjeux, de ce que ça demande au quotidien, des sollicitations et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. De fort ? Ouais. Mais est-ce que c'est plus fort aujourd'hui qu'hier ? Parce que c'est vrai que maintenant, on le sait, le football, c'est le sport le plus médiatique, le plus populaire. Mais je présume que avec les réseaux sociaux notamment, c'est devenu de pire en pire presque. Ouais, mais au-delà même des réseaux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les montants sont plus gros. Donc les sollicitations aussi. Il y a plein de personnes qui gangrènent, des gens qui n'ont pas forcément vocation à ça, qui viennent s'imprégner parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent plutôt facile. Enfin, il n'y a pas vraiment d'argent facile, mais il y a des gros montants, donc ça attire tout le monde, de tous les milieux. Et c'est compliqué. C'est compliqué de garder la tête froide pour un gamin, quoi, qui a des sollicitations, il y a des montants, et voilà. Cyril, forcément, Kevin et Abou auront beaucoup de questions à te poser. Commençons par un des joueurs que tu connais. Tu connais certainement depuis longtemps. Eli Wahi. Oui. Il a besoin qu'on l'aime tout simplement. Ce n'est pas de moi. C'est de Claude Puel, donc à l'égard du joueur niçois. Est-ce vrai ? Oui. En fait, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect. Au-delà de la carapace qui peut montrer, on va dire, un peu de joueur nonchalant, un peu qui... Voilà, il n'est pas au niveau du langage corporel. On va trouver ça un peu nonchalant. Des fois, on ne sait pas s'il a vraiment envie. Mais en fait, il est super attachant. Et si vous remarquez bien, au niveau du vestiaire, il n'a jamais eu de problème avec ses coéquipiers. Au contraire, il est souvent apprécié. Mais c'est plus sa nature, en fait. Donc, du coup, c'est les gens qui sont de l'extérieur, quand il ne va pas être bon ou quoi, ils vont dire qu'il n'a pas envie. Or que ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui a besoin, qui marche à l'affect. Tout simplement, si vous lui donnez de l'amour et de la confiance, il va vous le rendre. Il va vous le rendre sur le terrain. Comme ça s'est passé là. Avec Nice et Claude Puel. Exactement. Mais quelque part, avant, sans faire tout son parcours à Eli Wahi, il est parti à l'Olympique de Marseille. On ne peut pas dire que le mariage s'est bien passé. Non, en fait, ça ne s'est pas bien passé, mais ça ne s'est pas bien passé. Pas que pour lui déjà, dans la vague des joueurs qui sont arrivés, si vous remarquez bien. Lui, il a eu sa chance.
ça s'est pas bien passé, mais en vrai, quel attaquant français, on va dire, pas aguerri, a réussi à l'Olympique de Marseille? C'est qui le dernier attaquant qui a réussi? Quand je dis réussi, pas que en termes de statistiques, ça veut dire qu'il a un attaquant qui a su lier les statistiques avec la place en championnat. C'est des attaquants qui sont déjà aguerris, qui étaient plutôt confirmés. C'est vrai. Aubameyang, Alexis Sanchez, même on va encore plus loin, Bafétim Bigomis, Dédé Gignac. Ouais, c'est dans ces attaquants-là. Après, il n'y a pas énormément d'attaquants qui ont vraiment performé sur la durée à l'OM. Mais toi qui l'as peut-être eu pendant cette période, Cyril, est-ce que tu sentais que le contexte marseillais était peut-être trop oppressant sur lui? En fait, à Marseille, pour tout le monde, c'est oppressant. C'est un contexte très, 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 très dur. Par contre, il y a de la passion et tout, mais pour un attaquant surtout. Après, il arrive aussi où il arrive dans un truc où déjà il a attendu pour des déclarations, on lui tombe déjà un peu dessus, donc il n'arrive pas forcément dans les meilleures conditions. Lui, il avait pour ambition de réussir à l'Olympique de Marseille. Malheureusement, ça n'a pas réussi, mais c'est une expérience et il ne regrette pas. En tout cas, ça fait partie de son expérience et d'une carrière. Hein. Exactement. Parlons d'un autre grand club historique, emblématique du championnat français, de l'AS Saint-Etienne. Là-bas, il y a un certain Michael Nadé. Je trouve que c'est un défenseur sous-coté en France. Comment le vit-il? En fait, Michael Nadé, c'est un super profil. Il y a juste à voir. Même si vous regardez bien, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, même à l'étranger, dans les grands championnats, dans les divisions 1, c'est rare d'avoir un joueur de ce profil-là. Grand, fort physiquement, qui court vite, qui a plutôt un bon pied, gaucher. Et je trouve que il est sous-coté. Mais il est sous-coté parce que en fait, les saisons où il jouait à Saint-Etienne en Ligue 1, le collectif n'a pas spécialement tourné. Même s'il fait des bonnes prestations, pour le monde du football, tu fais partie de la meilleure défense, on ne va pas regarder plus loin. Après, pour nous qui le connaissons, ou ceux qui regardent vraiment avec un œil plus avisé, ils vont remarquer que c'est rare qu'il se fait prendre un défaut, en 1 contre 1, il est dur sur l'homme, il est rarement au sol, donc voilà. Mais je trouve qu'il est sous-coté. Sous-coté, et c'est vrai qu'en début de saison, lorsqu'on lit un peu les quotidiens, il n'est jamais dans l'équipe de départ, et finalement, il devient au fur et à mesure un titulaire indiscutable. Toujours. Enfin, pas toujours, mais en gros, après, il faut voir qu'il a signé son premier contrat pro, c'était en 2016. Vous voyez un peu... C'est-à-dire que quand il signe son contrat pro, c'est qu'il y avait encore Galtier, il y avait des joueurs comme Renaud Coad, des Perrin, il y avait des Benjamin Cornier. Ça veut dire qu'il a signé pro, première apparition le mai, il ne fait pas une bonne apparition. C'était le dernier match, je me rappelle, c'était contre Nancy sur un synthétique. Il ne fait pas une bonne apparition. On pense qu'il n'est pas encore prêt et après c'est là où le coach ne lui fait plus confiance. Après il va faire un prêt à Quevilly-Rouen et quand il va à Quevilly-Rouen, c'est là où il y a le déclic. Il revient de là-bas. Et déclic sous quelle forme? Parce que là-bas il avait du temps de jeu, c'est ça? En fait, parce que lui c'était quelqu'un qui ne voulait pas sortir du cocon de Saint-Etienne, il ne voulait pas se faire mal. Du coup ce prêt-là, d'aller manger un peu du dur à l'échelle inférieure, ça lui a permis de se remettre en question, de comprendre aussi qu'il faut jouer à cet âge-là. Il faut jouer, il faut s'aguerrir. Et après, ça lui a servi pour la suite. Ça lui a servi. Avant donc de laisser la parole à Abou et à Kevin, dernière petite question, mais j'en ai plein d'autres forcément, sur un petit que tu suis depuis longtemps également, Lucas Gourna. Oui. Et là, il est du côté de la Normandie, donc on sent que l'herbe normand lui fait du bien. Oui, énormément. En fait, c'est des gens, pour la plupart des joueurs que tu as cités, c'est des joueurs qui étaient en avance sur leur temps de passage. Ça veut dire, c'est pas des parcours, on va dire, comme tous les jeunes. Parce qu'après, il y a différents temps de passage, mais pour eux, dans leur catégorie, ils faisaient vraiment partie des meilleurs. Ils étaient, Lucas Gourna, Eli Wahi, c'était en équipe de France ensemble. Oui. Après, Michael Nadé, même s'il n'a pas fait l'équipe de France, quand il signe son contrat professionnel, il le signe, il n'est pas majeur. Donc, il n'est pas majeur, d'accord. Il n'est pas majeur quand il signe son premier contrat. Et à ce moment où il signe, il y a encore, je crois, Zouma. C'est cette période-là, on parle de lui comme le futur cœur de Zouma, dans le même profil. Donc, pour revenir à ta question initiale, pour Lucas Gourna, c'est pareil. En fait, il joue assez tôt à Saint-Etienne. Il part à Salzbourg. Exactement, en Autriche.
il fait 3 années là-bas. Les 2 premières années, ça joue. Ah, il est joue champion. avec des champions. Il a gagné les trophées avec son club dans le championnat d'Autriche, Oui. autrichien. Il joue la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Après, la 3e année, bah voilà, il y a changement de coach, il y a des blessures. Il y a aussi le fait que il voulait partir. Mais il est parti à l'AS Roma. Il est parti en prêt. Le Calcio, c'était pas fait pour lui. Bah en fait, il y a eu un changement de coach. Ça veut dire que quand lui, le coach avec qui il est en prêt, bah c'était Ranieri. D'accord. Et à la fin de saison, Ranieri part, c'est Gasperini qui arrive. Donc après, forcément, Gasperini, peut-être il avait d'autres joueurs, il avait une autre vision. Et vu que c'était un prêt, bah, ça n'a pas été levé D'accord. de l'option. Bon. Très intéressant, Cyril. Je laisse la parole à mes amis Kevin et Abou. Non, une question simple, d'après ce que tu dis, puis d'après ces réponses. On se rend compte que le football aujourd'hui, en tout cas la réussite d'un joueur dépend pas que de sa performance, mais de l'environnement général. Parfois, comme on dit, des fois au bon endroit au bon moment. Et pour certains de ces joueurs là que tu as cités, effectivement, parfois c'était pas prêt tout de suite, pas le bon coach, des changements dans le club, un changement de pression, un entourage peut-être aussi qui change. Moi, je voulais savoir aujourd'hui, toi, comment tu accompagnes justement les joueurs que tu connais à pas être en impact tout de suite de ces choses-là. Est-ce que toi, tu fais tampon? Est-ce que tu les prépares à ces changements ou aux imprévus qui peuvent se passer, notamment un changement de coach? En fait, moi, pour être transparent avec toi, ils ont leur représentant officiel. Maintenant, on a une relation assez forte, assez humaine, pour se dire les vérités. Ça veut dire que moi, je suis dans le vrai. Nous, ils ont quand même, pour ces joueurs, la plupart dont il a cité, on se parle, on s'est encore parlé hier, pour les 3 en plus, parce que c'était mon anniversaire, j'en profite pour... Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Et du coup, donc on s'est eu, les 3 on s'est eu, et du coup, moi je leur donne des conseils, parce qu'en fait, je suis plus âgé qu'eux, et avant qu'eux ils soient professionnels, moi aussi j'ai eu des joueurs, des mecs de ma ville, ou des gens de ma famille aussi qui ont été professionnels, donc moi en fait, je leur apporte le maximum de vécu que j'ai pu avoir durant mon parcours. Et tout, un discours vrai. Un discours vrai. Ouais, désintéressé. Donc, voilà, je suis pas... Il n'y a pas d'intérêt. C'est vraiment la relation humaine. C'est ça. Et quand c'est comme ça, ils le sentent. Exactement. C'est pour ça que quand je leur dis des choses, je dis pas qu'ils vont prendre tout pour argent comptant, parce c'est des professionnels, c'est des gens adultes. Mais je sais que quand on parle de vraies discussions et que je leur dis, ils savent que moi, je vais pas leur dire un truc pour caresser dans le sens du poil, je vais vraiment être vrai, parce que j'ai pas d'intérêt. Et c'est ce qui fait que, c'est pour ça que on s'écoute, et je sais qu'ils écoutent certaines choses que je leur dis. Mais est-ce que c'est pas ça justement qui a manqué à certains joueurs qui, notamment, enfin je parle de nous autres, là, ceux qui sont issus des quartiers, qui sont pas tout de suite habitués à gérer, tu parlais des montants, mais des grosses sommes d'argent, parce qu'on passe de rien à star, parfois, très tôt. Est-ce que c'est pas des gens finalement du cru, des gens qui ne sont pas dans ce monde-là au quotidien de manière professionnelle, qu'il faut un petit peu pour tous ces joueurs? Tu sais, pour les ramener toujours un peu et leur faire garder les pieds sur terre. On en aurait besoin. En fait, c'est l'entourage. Ça veut dire... en fait, c'est dur. Parce que la plupart des gens qui sont autour, c'est soit ils ont une profession. Quand il y a quelqu'un qui a une profession, qui vient pour quelque chose, quand c'est un kiné, quand c'est un chauffeur, et que ça reste là, et que ça reste dans le domaine professionnel, c'est la meilleure chose. Mais malheureusement, une prestation. Ces choses-là, maintenant, les gens lambda ou de l'entourage... Et c'est là où ça crée le conflit. Parce que le joueur, ça ne va pas le déranger. Il n'aime pas qu'on lui dise la vérité, le joueur. C'est rare. Il va te dire, ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais en fait, il n'aime pas quand il n'est pas dans le bon qu'on lui dise la vérité. Donc, il préférer... il aura tendance à aller vers la personne indirectement, qui va dans son sens, qui ne va pas forcément lui dire la vérité. Ou quand, par exemple, il va lui dire, ouais, j'ai envie de faire ça. Peut-être que ce n'est pas le moment. Moi, en fait, je vais lui dire à ce moment-là, t'as vu là, c'est pas le moment de le faire. T'as vu avec ce qui s'est passé, truc, ou sinon, vas-y, là, en vrai, va te reposer, des trucs comme ça, va pas là-bas. Même s'il le fait, au moins, moi, je l'aurais dit. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est bien parce que, pour en revenir quand même aux 3 joueurs qu'on a cités tout à l'heure, ils ont tous ils ont passé un bon week-end. Oui, c'est ça. Victoire de match nul. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est vrai. Avec des bonnes prestations. Voilà. Non, mais je le sentais, en fait. Je laisse la parole à déjà, bonsoir. Moi, j'avais une question juste par rapport au plan tactique. On sait qu'il y a des joueurs que tu accompagnes. Est-ce que potentiellement, tu vois aussi avec les entraîneurs
par rapport au système de jeu. Dans le sens où est-ce que quand tu amènes les joueurs dans les clubs, potentiellement tu parles en amont avec les entraîneurs pour voir dans quel système de jeu ils vont jouer. Est-ce que le joueur aussi que tu accompagnes va être dans les bonnes conditions aussi pour jouer? En fait, pour revenir à ce que tu me dis, comme je t'ai dit, moi je suis pas le représentant officiel. Ouais. Donc du coup, moi j'ai pas T'as parlé pas cet avec, accès-là. j'ai pas cet Ah, accès-là. d'accord, ok. Mais par contre, c'est déjà arrivé que je sois là dans des discussions entre coach et joueur directement par rapport. Je vais te donner une anecdote. Quand Eli Wahi il est à Montpellier et il finit sa saison où il cartonne tout avec 19 buts, je crois, au championnat, avant d'aller signer à Lens. Ah ouais. De base, son choix c'était pas spécialement d'aller à Lens, mais ça se fait un peu sur le tas avec Francfort parce qu'ils attendent le départ de Randal Colomwani. Ça veut dire que lui il est en instance, mais tant qu'eux ils vendent pas, ils peuvent pas se permettre d'acheter. Ça veut dire il est dans l'attente et tout, mais lui il avait donné, en fait il était plus pour Francfort. C'était tout le monde, enfin le milieu du foot le savait, il y avait pas, sauf que le temps il passe et je me rappelle on est à Montpellier et il reçoit un appel de Francaise. Ouais. Il reçoit un appel de Francaise, donc ça veut dire lui il monte. Moi je sais pas que c'est Francaise au début, ça veut dire il monte et quand il redescend il me dit Cyril faut que je te parle et tout, là il y a Francaise qui m'a appelé. Et après c'est là où il lui explique qu'en gros il compte sur lui, qu'il verrait bien pour remplacer Luis Openda. D'accord. Qu'il verrait pour... Il lui explique en gros qu'il a à peu près le même profil, que si tu viens et tout, par rapport à ci, ça. Et c'est là où il m'explique, donc c'est une anecdote que je peux te donner. Et moi, pour savoir si tu veux que je sois encore plus transparent avec toi, à ce moment-là, je lui dis quoi? Je lui dis, avec la saison que tu viens de faire, franchement, pour franchir un step, Lens, c'est un peu... C'est dangereux. Ah, c'est un club intermédiaire quand même. C'est un club intermédiaire, mais c'est dangereux. Mais après, il y a une vitrine. Il est français à ce moment-là. Ouais. Il est encore jeune. Il a potentiellement joué avec des champions, avec un statut où il va jouer. Ce qui s'est passé sur cette année, il a joué. C'est vrai. Il a joué, il a joué, il a été bon, il a marqué en Ligue des Champions, en championnat. Bon, c'était pas le truc escompté, ce que tout le monde attendait, Oui. mais au niveau des statistiques, on est quand même Il bien. fait une belle saison. À cet âge-là, on est quand même. Je vois pas beaucoup d'attaquants de cette tranche de génération à cette période-là qui performaient en Europe ou en championnat. Donc, et après, je lui dis, mais c'est risqué, mais avec ce que tu viens de faire en Ligue 1, ce serait peut-être mieux de partir dans un autre championnat vraiment. Mais il est encore jeune et donc du coup, ce qui se passe, c'est que il va là-bas et je lui dis, moi, là, ils vont perdre Seko Fofana, Luis Openda et il y avait un autre joueur aussi, je sais plus c'est qui le troisième. Un peu de transition. Je dis que ça peut être aussi, c'est qui tout double. Exactement. Mais dans tous les cas, c'est quand même bénéfique pour toi parce que tu vas jouer, il faut jouer. Tu vas jouer avec des champions en France et c'est tout bénéf. Cyril, pour continuer avec le football professionnel, mais on parlera d'autres sujets de fond et du football amateur. Toi, tu as un lien de parenté avec Didier Drogba. Sa carrière a-t-elle commencé à l'Olympique de Marseille ou à Chelsea? Sa carrière a commencé à Guingamp. Au Mans même, je dirais. Bah ouais. En vrai, si on veut voir. Après, quand tu dis sa carrière, tu parles de là où le grand public l'a C'est connu, ça. ou là où il a été Exactement. le performant, ou vraiment. Non, pour là, moi, c'est à Guingamp. Ouais. Pour moi. Tu penses? Avec Malouda. Avec Malouda, c'était. À Marseille, il a plus exposé. Ouais, mais il a été exposé. Voilà, ça, et voir exploser à l'Olympique de Marseille. Oui, ce match-là notamment. Non, mais à Guingamp, je sais pas si vous vous souvenez. Je m'en souviens. Si, si. Il si. avait une vraie équipe. Il battait toujours le PSG, À généralement à Roudourou. C'est vrai. Au Roudourou. Donc, C'était franchement à Guingamp, moi je suis allé, pour te le dire, j'étais jeune, j'ai plus des souvenirs, mais je me rappelle être allé. Et Drogba Malouda, Ah, c'était costaud. C'était costaud, oui. fort. Oui, mais bon, on peut pas comparer Guingamp. Je n'ai rien contre Guingamp, surtout que il y a Jean-Gabriel Houillon qui fait partie de la team, donc il va m'en vouloir derrière. J'ai rien contre Guingamp, mais l'Olympique de Marseille, c'est quand même un autre step. non, quand il vient à Marseille, c'est pour confirmer. Exactement. une saison, mais la saison qu'il fait, à l'OM il encore, fait il a marqué le oui. club de son empreinte. Mais est-ce que d'ailleurs, vous avez été pas choqué, mais impressionné par sa carrière de Didier Drogba,
parce que là, je crois qu'il s'est même lancé dans la politique. Ça peut être dangereux, comme un certain Georges Weah. Mais au fil des années, il a impressionné tout le monde. Il a gravi les échelons, il a gagné beaucoup de titres. Dans la famille, c'est quelque chose que... Et pour vous, c'était évident? Bah après, moi en fait, on n'est pas de la même génération. Ça veut dire, moi quand je le vois à Guingamp, je suis encore un enfant quand il joue à Guingamp. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a toujours fait preuve d'abnégation et il n'est pas passé par un cursus normal. Donc ce serait comme beaucoup, d'ailleurs. Ce serait te mentir de te dire oui. Oui. Non, lui il est parti chercher les choses. Il perd ça à l'OM, quand il est à l'OM, il a 24, 25 ans. C'est déjà un homme confirmé. Donc lui c'est sur le tas. Mais c'est à partir de l'OM, ce qu'il a fait sur la durée, c'est ça qui est vraiment fort. C'est ça qui est vraiment fort. C'est vrai. C'est ça qui est vraiment fort. Et en plus, au-delà d'être un bon footballeur, c'est une personne qui a une aura. Donc ça veut dire que même quand tu regardes bien, ses stats, elles n'ont pas toujours été au top, mais il fait partie des meilleurs attaquants des 20 dernières années. Largement. Il avait un jeu de tête, une force, il était relou pour les défenseurs. C'est un profil qu'il n'y en a plus. Même trouver un deuxième Drogba, même après, il n'y a pas un autre profil qui colle vraiment. Non, il y a des pivots et tout, mais... Non, mais c'est pour ça qu'il a laissé beaucoup de traces et d'émotions du côté du Sud et de l'Olympique de Marseille. Et il a joué qu'une saison, et on s'en rappelle comme s'il avait joué 10 ans. Exactement. Donc, Kevin, Abou? Bah, pour revenir sur Drogba, ouais, c'est vrai, comme tu disais, c'est vrai que pour moi, il a vraiment marqué même une génération. Même avec la Côte d'Ivoire, tu le vois, franchement, ce rôle de capitaine, qui le cernait. Moi, j'ai une anecdote aussi, tu sais, Drogba, quand il est avec la Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a la guerre. Pour la guerre, il ouais. me semble. Et il intervient, et dans ce discours à la télé. Enfin, tu vois, c'est vraiment cet emblème, en fait, de Drogba, et franchement, c'est très beau à voir, quoi, en fait. C'est un joueur engagé. Moi, c'était un joueur engagé. Qui aime son pays. Qui aime son pays, il a mouillé le maillot, franchement. En fait, c'est Drogba qui met la Côte d'Ivoire sur la carte, clairement. Après, ça arrive, il y a une génération, il n'est pas tout seul. Mais c'est lui, ça arrive après. Zokora, Romaric, Bakikone, Aruna Dindane, Arthur Boka, Eboué, Kolo Touré. Oui, non, mais en plus, la Côte d'Ivoire n'est pas aussi structurée et pas aussi performante quand Drogba débute en sélection. Et comme tu dis, il en fait une sélection respectée. Exactement. Après ses débuts. Et c'est pour ça que d'ailleurs, après, beaucoup peut-être de ceux, on parle souvent des binationaux, peut-être qu'il y a des binationaux qui ont opté pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont vu aussi que Drogba avait essuyé les plâtres. Surtout quand tu vois la Coupe du Monde aussi en 2006 et Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire maintenant elle est régulièrement aussi présente. C'est vrai que là récemment on a loupé quand même pas mal de... Ouais, mais dans le sens où là, comme tu vois, on est sur la 4e participation. Il y a une évolution. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN là récemment aussi. Mais sur les CAN, ils sont réguliers. Sur les CAN, oui. Ils sont présents. Cyril, j'ai un autre nom qui me vient à l'esprit. Tu me dis si tu connais un petit jeune qui joue actuellement à Brest, dans le Finistère, Bradley Loco. Ah oui. Ah, Bradley, ouais. Bradley, c'est un petit de ma ville. D'accord. Et en fait, Bradley, je l'ai vu très très petit parce que là où je traînais, il habitait dans le bâtiment où on traînait. C'est-à-dire qu'on était plus jeunes et tout. Et il était tout le temps avec son frère, il a un frère jumeau. Et je me rappelle, oui, exact. Il sortait, il allait taper le ballon, tout ça, mais je voyais pas que... Après, des années plus tard, j'ai entendu qu'il avait signé à Lorient, en centre de formation. Et après, de Lorient, il est parti à Reims. Et après, ça allait vite pour lui. C'est vrai. Il allait vite pour lui. Et dès qu'il arrive à Brest, la première saison, il fait une grosse saison. Exactement. Après, il se blesse malheureusement. Il se blesse. Et les gamins croisés, il me semble. Non, c'était tendon, je crois. Ah, tendon, okay. Tendon, c'était pas les croisés, tendon d'Achille. Ah, ça fait mal. Ça. Je suis passé par là. Il a pas pu jouer la Ligue des Champions avec Brest. Par contre, l'année qu'il fait, après, il fait quand même les JO. Les JO, et je me rappelle, je suis parti voir un match. Il m'avait donné des places, je suis parti voir un match contre l'Argentine à Bordeaux. Ah oui, j'étais là-bas. Le fameux match là. Le fameux match, ouais, c'est parti un peu. C'était fou. C'était chaud, mais c'était une belle ambiance. La tension était maximale. Ouais, c'était vraiment. Mais là, il a du mal peut-être parce que la concurrence est plus forte cette saison. Et puis forcément, après une grave blessure, on met du temps à revenir. Là, il est à Brest, un bon club de Ligue 1. Avec des moyens, des petits moyens, mais à chaque fois, ils font quand même des bons résultats. Quelle est selon toi la next step pour Bradley? C'est passer par un club intermédiaire en France où il faut qu'il aille tenter dès maintenant, dès la saison prochaine, l'étranger?
Bah en fait, ce qui se passe, c'est que après l'année qu'il fait à Brest, il y a des gros clubs qui viennent sur Bradley. Hein. Moi, je me rappelle, je parlais avec son frère, on discute, et ouais. Parce que moi, j'avais un agent qui voulait rentrer en contact avec lui. Bon, je vais pas dire le nom des clubs et tout, mais c'était franchement même un gros club français qui s'était positionné aussi. Bah, tu peux le dire. Tu Hein. peux le dire, hein. On est au courant. Le Ouais, PSG. ouais, apparemment. Après, je vais pas faire de la diffamation ou quoi. Après. Moi, pour être aussi un peu en connexion, Mm. j'avais des contacts comme quoi le Paris Saint-Germain s'était intéressé Ouais. et avait proposé une offre, je crois, de 15 millions. Ouais, après, je sais pas s'il y a une offre officielle. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en la gros, nuance. mais en gros, le PSG était Ouais, vraiment c'était dessus vraiment- et il voulait vraiment en fait voir cette opportunité. Cette opportunité. Est-ce qu'il y avait possibilité, parce que je me souviens qu'à l'époque, je crois que il y avait Lucas Hernandez à gauche Mm. et Mendes, et je crois qu'il y avait une blessure Non, de Lucas, non en fait, ce qui se passe, c'est que je crois cette année-là, c'est la dernière année de contrat de Ah, Kurzawa Kurzawa, et exact. Bernat aussi, je crois. Ouais. Je suis Non, pas Bernat revient des croisés. Voilà, c'est ça. Il y a c'est ça. Bernat revient des croisés, Kurzawa, c'est la dernière année de contrat, et Bradley, comme PSG voulait recruter français, Exactement. Oui. et Et en poste de recruter un- latéral gauche en Ligue 1, c'était lui qui venait, qui pouvait vraiment. Et un Francine, il voulait recruter en plus. Hein. C'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Bah, c'est toujours d'actualité. Pour le coup Pour locaux Paris Saint-Germain. Non, ça, Tu sais pas? Non, ça, je sais Non. pas, ça, je pourrais pas. Parce vous qu'il faut dire. trouver quand même Ouais, une mais- doublure à Nuno Mendes. Hein. Ouais, mais dans le sens où tu as quand même Lucas Hernandez qui a un contrat jusqu'en 2028. C'est Ouais, mais ça. a priori, il le fait. Enfin bon, il le fait de temps en temps rentrer Ah bon à gauche, mais dans l'axe, je sais pas. Enfin bon. Bah, t'as William Pacho avec Beraldo déjà C'est dans vrai, l'axe. c'est vrai. Ouais, Beraldo n'a pas Ouais, trop de on est d'accord. temps de jeu. On est Les d'accord. Zabardi non plus. Parlons en prenant peut-être un peu comment dire, de recul, Cyril. On voit de plus en plus de jeunes partir tôt. Très tôt, Mhm. en moyenne d'âge, les jeunes partent autour, je crois, de 21 et demi, surtout pour les attaquants. C'est surtout les attaquants qui partent jeunes, À l'étranger. contrairement À l'étranger. à l'étranger, Parce que pardon, c'est ceux qui coûtent le plus cher. qui Ouais. coûtent le plus cher, d'accord. Est-ce que pour toi, il faut pas laisser passer le train, ou parfois il vaut mieux y aller step by step? Encore une fois, c'est une question Ouais. C'est dur, parce que le train, des fois, il passe vraiment qu'une fois. C'est ça. D'une saison à une autre, tu peux te trouver. J'avoue. Ouais, C'est pas ça, en de fait. Ça veut dire que véritable t'as pas de garantie. Mm. C'est pour ça que dans le foot, moi, en tout cas, je dirais toujours à un joueur, après, pas de la folie non plus, mais par rapport au club qui te veut, je dirais, t'as vu, si tu vas là-bas, au moins au pire des cas, si tu redescends d'un cran, tu te feras prêter, tu redescends d'un cran. Donc, comme on dit dans le milieu, en gros, t'as le passeport. Ça veut dire, c'est comme ça que ça se dit. Ouais, ouais. Plus tu vas là-haut, tu as le passeport de là-haut. Quand tu redescends d'une échelle. Et après, la plupart du temps, c'est des bons joueurs. Donc, même si ça marche pas là, bah, si par exemple, tu es au Bayern, si tu te fais prêter, tu vas te faire prêter à Tottenham. Je vais redescendre c'est un exemple. C'est vrai. Mais si tu es à Tottenham, si tu te fais prêter, après, tu vas peut-être aller peut-être à Crystal Palace. Ou peut-être à West Ham, et encore. Tu resteras au plus haut niveau. C'est ça, en fait. Alors que c'est pour ça qu'il faut toujours viser le plus haut, mais avec certaines garanties. Après, si tu vas dans Ouais, mais les garanties dans le football, t'en as pas. bah, en fait, il faut avoir une vision. Si tu es un attaquant, par exemple, au jour d'aujourd'hui, tu es un jeune, tu dois aller au Bayern. Tu sais qu'il y a un mec qui joue tous les matchs et qui cartonne tout. C'est-à-dire que si tu es vraiment jeune, si tu vas pour 2-3 ans, tu t'assois, mais tu apprends auprès de lui Oui. et qu'il va partir, tu vas récupérer sa place. Mais tu vas pas jouer, tu le sais que tu vas pas jouer. Mais Le là, mec, j'ai un exemple. Matistel. Matistel, ouais. Oui. Matistel qui va au Bayern. Il sait qu'il y a Harry Kane qui a un statut vraiment indiscutable de titulaire. Et au final, il sait qu'il va prendre aux côtés de Harry Kane. Et après, il est prêté à Tottenham. Et là, on le voit à Tottenham. Ouais, là, ils Malheureusement, sont joue pas un peu beaucoup. trompés, là. Ouais, il joue pas beaucoup, quoi. Ouais, Pas mais beaucoup. je soupçonne le Bayern d'avoir voulu faire un petit peu comme Dortmund avec Dembélé, Oui, prendre un je suis d'accord, jeune ouais. français à Rennes, puis ensuite. Fort espoir. Ouais, voilà, Qui et performe. puis surtout après faire une bonne opération financière dessus. Ouais, donc je suis pas sûr que c'était le meilleur choix non, d'ailleurs moi pour un non plus. attaquant Ah, tout court. d'accord. Hein. Après Matistel avec c'était Tuchel, c'est ça? Tourelle, Tourelle. au Bayern, tu parles Quand ou- il arrive Oui, au quand il Bayern, arrive au Bayern, ouais. c'est Tuchel, c'est ça? Ouais, il me semble. Quand il fait jouer, il a sorti des statistiques. Hein. Oui. Parce qu'il Ah, prend lui. attention, Et c'est c'était parce le que super sub. c'est Il compagnie marquait quand il souvent. revient. Ouais, parce qu'en fait, Tourelle aussi, il est réputé pour sortir des jeunes. Rappelle-toi au PSG avec Tanguy Kouassi. Oui. Tu vois, il Ouais. aimait cette formule de sortir des jeunes, comme ça, un peu de formation de l'académie. Là, t'as Matistel, un joueur quand même qui était à Rennes. On va dire qu'il était un grand espoir. Il le prend au Bayern. Il faisait jouer les matchs de coupe. Je m'en souviens, il y a un peu des fins de championnat, quand le score était un peu plus large. Et après, au final, regarde, maintenant, il est à Tottenham. Il a fait l'interview de la dernière fois avec Zach Tani en disant que voilà,
c'est un peu plus compliqué quand tu disais quand compagnie arrivait. Donc des fois, tu sais, il faut faire des bons choix aussi, c'est compliqué. Ah, c'est jamais simple. Et par rapport à tous les noms que je t'ai cités, on aurait pu en citer des mille et des cents, bien sûr, Cyril. Ces jeunes, ces joueurs, est-ce qu'ils ont eu des agents de joueurs très tôt parce qu'on en voit circuler aux abords des terrains. Parfois, c'est des agents de vent. Parce qu'ils promettent beaucoup de choses pour pas grand-chose. À quel âge ils ont eu leur premier agent ? Franchement, comme je t'ai dit, c'est des joueurs qui étaient... En fait, c'est des joueurs qui étaient priorisés assez tôt. Ça veut dire, comme ils étaient en avance sur leur temps de passage, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient les récupérer. Parce qu'en fait, c'est une valeur marchande assez tôt. Ça signe pro tôt, c'est en équipe de France. C'est des profils assez avancés, même physiquement et tout. Mais là où je voulais en venir, est-ce qu'il faut... Parce que on en voit de plus en plus, je me répète, mais des agents... est-ce que il faut pas les laisser aussi jouer un petit peu, même si les noms qu'on a cités avaient énormément de potentiel, mais l'important quand on est jeune, c'est prendre du plaisir, c'est jouer avec ses copains, tout de suite être comment dire, dérangé par un agent, ça peut être nocif également. Bah en fait, t'es obligé d'être accompagné. T'es obligé d'être accompagné. Parce que si t'es tout seul comme ça, c'est rare, c'est compliqué de réussir. Parce qu'il y a plein de choses à gérer. En fait, toi, tu joues sur le terrain. Mais à un moment donné, si tu es bon, forcément, il faut que ta valeur, ton contrat, il aille avec tes performances. Et pour ça, il faut une négociation. Tu peux pas dire envoyer ton père ou ta mère comme ça. Les gens en face de toi, il faut connaître les prix, il faut être dedans. C'est juste qu'il faut avoir quelqu'un qui veut vraiment ton bien et qui ne te voit pas que en monnaie. D'abord ton bien et pas d'abord et pas le sien. Parce que c'est ça, à la base, le rôle d'un conseiller. C'est tu conseilles, mais ok, tu travailles, tu seras rémunéré pour le travail que tu effectues, mais de base, c'est quand même mener à bien la carrière du joueur, sportif en tout cas. Et même l'accompagner dans tout ce qui est la notion avec l'argent, l'investissement, l'après-carrière, ça commence dès le plus jeune âge. Et tous les, je me répète, mais tous les joueurs qu'on a cités depuis le début, est-ce que ils sont toujours avec le même agent ou ils en ont eu plusieurs ? Est-ce que c'est un bien pour un mal d'en changer tous les ans ou tous les 2 ans ? Bah la plupart ils ont, ils ont changé, ils ont eu des, non Mickaël je crois il a toujours eu le même agent, Eli il a changé d'agent. Lucas, il avait un agent, il n'a pas eu d'agent, j'ai pas eu la connaissance qu'il ait un agent très tôt, mais là il est dans une agence depuis un certain moment, ici ils sont bien. Donc voilà, là quand même, on va dire la plupart ils ont de la stabilité au niveau de leurs conseillers et tout, ils sont sur une relation de plusieurs années là. Puis après ils font aussi appel à des agents à l'étranger pour négocier aussi leurs contrats. Parfois ils sont obligés de s'associer dans certains championnats avec des agents locaux. Par exemple, en Angleterre, pour la plupart, les agents anglais, ils ont leur agent mandaté. Ça veut dire que quand vous voyez, il a signé là-bas et tout, la plupart du temps, il n'y a que des gros agents français qui arrivent à dealer vraiment directement avec les propriétaires. Et même dans ces cas-là, il y a quand même un agent dans l'équation. C'est jamais eux qui vont faire le deal à 100%. C'est très très rare. Ça, les gens ne le savent pas. Mais est-ce que, peut-être une anecdote comme ça en direct sur RGB 99.2 FM, Cyril, est-ce que dans ton entourage, il y a un joueur qui t'a dit moi je veux absolument aller jouer en Première Ligue ? Non. Donc il joue peut-être actuellement. Non, là actuellement que je connais, qui joue en Première Ligue, non, là comme ça de nom, ce serait de mentir. J'ai un joueur avec qui j'ai joué au CFFP, je ne sais pas si vous connaissez, à l'époque. C'est Willy Bolly. C'est un Ivoirien aussi comme moi. Défenseur, non ? Défenseur central, ouais. Il est à Nottingham. Bon, il joue un peu moins, mais il a joué. Il a fait partie de l'Espirito Santo, à Wolverhampton, dans la défense à 3 là. Et c'est lui que je connais qui joue en Première Ligue actuellement. Ça fait un paquet d'années. C'est un vieux routard. Mais il a tenu. Il a une grosse carrière, longue carrière. Une carrière bien gérée. Il a commencé tôt. Il était à Auxerre, formé à Auxerre. Il sort très tôt. Il a joué au Auxerre avec les Benoît Predretti. Ah oui. C'était exactement. La Ligue, ils ont joué avec des champions contre le Real Madrid. Et l'AC Milan aussi contre de Zlatan. Exactement. Exactement. Je le rappelle à nos auditeurs, dans quelques instants, interview qu'Elijah Mpaka, attaquant flèche de l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Dernière question, Cyril. Est-ce qu'il y a autant de potentiel dans le Val d'Oise ou en région parisienne qu'avant ? Moi, je suis originaire du Val-de-Marne.
Moi, à mon époque, pour être honnête avec vous, dans le 94, il y avait énormément... En fait, il y avait énormément de divisions d'honneur. Ça veut dire que nous, on avait toujours les DH, les 14 fédéraux, 16 nationaux, il y avait beaucoup dans le 94. À l'époque, hein. Maintenant, je sais que maintenant, les bons joueurs, ils sont globalement partout. Parce que maintenant, les joueurs, à notre époque, nous, il fallait aller à Vincennes, à Créteil, au CFFP, pour Donc trouver... là, ils sont éparpillés un peu Sauf que partout. maintenant, les petits, ils n'ont plus besoin d'aller... Ils peuvent jouer dans leur C'est ville vrai. et signer dans les clubs, Voisins. voisins ou même dans les centres de formation directement. Les recruteurs, ils viennent maintenant dans les Mais villes. en termes de potentiel, Le est-ce que tu sens qu'il y a autant de potentiel qu'à ton époque? Bah, en fait, c'est compliqué de dire... Parce que en fait, là, il y a plus de jeunes qui signent en centre de formation. Sauf que moi, à mon époque, les joueurs, quand ils signaient en centre de formation, c'était vraiment des joueurs au-dessus. Genre, en gros, on savait que lui, c'était le plus fort de cette ville-là. D'accord. Ou de ce quartier-là. Alors que maintenant, les petits, ils signent tous. Ils signent tous. Donc, du coup, j'arrive pas à savoir, moi. Et puis, aussi, ils signent de plus en plus tôt. Tôt. C'est ça. 12 ans, Tôt. 12 ans, 13 13 ans, ans. 14 ans, tu peux avoir un contrat, tu vois. Les clubs ne veulent pas laisser passer des joueurs, des opportunités, Ouais. donc ils sont prêts à investir parfois Exactement. quelques milliers d'euros, quelques dizaines de Ouais, milliers avoir d'euros. l'exclusivité. Pour C'est certains, ça. quelques Faire un centaines de placement. milliers d'euros pour bloquer, enfin entre guillemets, booker un joueur et puis le garder avec eux. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec les montants, on en parlait au début d'émission, plus les montants sont importants, plus ça va attirer. Avant, il n'y avait pas autant Il y d'oseille. a pas autant de Donc gens sur le forcément, terrain. ça attirait pas. Les joueurs jouaient pour jouer. C'est ça. Et puis, dirais, ça. et puis le foot aussi, il a changé. Il a Avec changé. les réseaux sociaux. Bah oui. Tu vois, tu peux vite t'exposer. Même les petits, ils jouent tu plus vois. au foot dehors. Exactement. Ils jouent plus au Moi, foot c'est dehors. comme ça que j'ai pu Il n'y a regarder plus de City. des performances d'Elijah. C'est grâce au Mais réseau. ça tombe bien. Exactement. Merci Ouais. pour La transition. la transition très très fort. Il est aussi fort en plateau que sur un terrain de foot. à Ah, vous. il est doué. Il Bravo est à très vous. très doué. Ouais. Donc Quel talent. merci en tout cas Cyril d'avoir répondu, Merci, c'est avec très plaisir. intéressant Merci, et je pense merci que tu auras l'occasion de revenir Merci, parce que top. je sais que tu as plein de choses à nous Non, avec raconter. plaisir. Il est 19h, bientôt 39. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur RGB 99.2 FM. C'est le 100% football amateur. On parle de l'attaquant en feu de Sannois. Le 100% football amateur, l'interview. C'est un compétiteur qui a toujours envie de marquer et d'aider l'équipe à gagner. Il ne lâche jamais rien. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau donc Elijah Bwambo Mpaka. Première question Elijah, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du football au départ? Au départ, c'est un peu de famille, on va dire. J'avais mon père qui a fait du foot, mon grand frère aussi. Et du coup, suivre leurs traces, ça partait de là. Et j'avais aussi, au début, des amis. On jouait à l'école. Moi, je faisais pas forcément de foot, ils jouaient tous à l'école. Et après, au final, j'ai suivi le mouvement et je me suis retrouvé à jouer aussi, tout simplement. C'est très, très clair, Elijah. Y a-t-il un moment précis ou une personne qui t'a inspiré à choisir ce sport? On va dire un peu, vu que je suis d'origine ivoirienne, forcément, Didier Drogba. Ah bon, on en a parlé juste avant. Oui. La connexion. Forcément, c'est ça. Forcément, donc en regardant Drogba, en voyant, ça m'a donné encore plus envie de faire comme lui, de jouer au foot, de porter le numéro 11 aussi. C'est le numéro que je veux toujours avoir, mais d'avoir ça comme exemple, d'avoir aussi mon père qui était derrière moi aussi. Et Précieux. C'est ça qui a fait que je me suis lancé vraiment dans le foot. Non, mais c'est important d'en parler parce que de nos jours, on parle de l'envie, de l'appétit des parents. Et c'est important quand même d'avoir un parent ou des parents à côté de soi pour se faire plaisir sur un terrain. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de rejoindre, je crois, cette saison ou la saison dernière, l'Entente Sannois-Sagracien? Cette saison. Je pense que déjà, avec Saint-Oloman, on est arrivé sur une fin d'histoire. Donc je pense que c'était le bon moment déjà pour partir. Et après, j'ai eu l'Entente. Et l'Entente, connaissant l'Entente, c'est un très bon club, très réputé. Ça veut dire que ce club-là, forcément, ça m'a attiré. Et j'ai pas beaucoup hésité. Et le discours aussi de Dorian, que j'ai rencontré Dorian et Rudy. Leur discours, il m'a plu. J'ai directement accroché. Et ça qui a fait que directement j'ai signé à l'Entente Sannois-Sagracien. Mais donc tu es parti de Saint-Oloman en National 3 pour descendre d'un cran en Régional 1. Oui, c'est ça. Ça t'a pas fait peur? Au début, j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça parce que je me suis dit, après avoir enchaîné 2 saisons en National 3, redescendre, est-ce que c'était la bonne décision? Après, je me suis dit que j'avais pas énormément d'opportunités dans tous les cas. Et là, c'était un club qui m'ouvre
qui bouge ses bras, donc autant y aller et essayer dans tous les cas. Avant de laisser la parole à Kevin et Abou, quelles sont les différences principales entre la Régionale 1 et Nationale 3 ou il n'y en a pas? Déjà au niveau de l'intensité des matchs, c'est qu'en R1, surtout R1 Île-de-France, c'est beaucoup de bagarres. Déjà, il y a ça qui change comparé à la Nationale 3. Et en National 3, en général, tu as souvent ces équipes-là qui jouent plus le haut tableau et les autres qui jouent en dessous. Là, en R1, tu as un championnat qui est beaucoup plus ouvert, on va dire. Ouais, tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde. Et à l'image de notre championnat, nous, c'est très serré jusqu'au bout. C'est vrai. Abou, une question pour Elijah? Oui, non, moi je trouve ça déjà courageux après 2 années en National 3, quand on sait comment c'est difficile d'évoluer en région parisienne et puis commencer à gratter, je dirais, le niveau national. C'est courageux de ta part parce que je pense que tu prenais un risque en descendant au niveau régional. Mais comme tu l'as dit, le championnat parisien, je dirais quel que soit le championnat d'ailleurs, une fois que tu es en Ligue sur Paris, c'est toujours très compliqué, comme tu dis, c'est la bagarre. Qu'est-ce que toi, tu as pu, je dirais, puiser dans tes expériences en National 3 pour, je dirais, essayer de survoler aussi ta saison en R1? Déjà, en ayant fait la montée de R1 en National 3 avec Saint-Olomone, mon jeu il a changé. Ça veut dire j'ai adopté un nouveau style de jeu comparé à celui que j'avais déjà qui me collait déjà à la peau, qui était de garder les ballons de haut jeu et tout ça. J'ai eu un autre style qui était de prendre plus la profondeur, d'être un attaquant un peu plus hybride. C'est-à-dire, je me suis dit que j'allais m'appuyer sur ça pour pouvoir survoler un peu le championnat. Parce que je sais que les défenseurs, du coup, ils me connaissent un peu maintenant. C'est-à-dire, ils savent que j'ai ce style de jeu-là, mais leur montrer ce nouveau style de jeu, ça les surprend forcément. Kevin? Ouais, tu l'as dit aussi que ton père était un footballeur. Est-ce que ton père aussi te donne des conseils et te suit aussi au quotidien? Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ouais, mon père il me donne beaucoup de conseils. Lui aussi, il était attaquant? Ouais, je voulais dire. Non, il était milieu, lui. Ah. Ok. Il me donne beaucoup de conseils. Il suit, parce que je sais qu'avec le travail, il n'est pas forcément là. C'est-à-dire même, il essaie de regarder les matchs, les buts. Et il est toujours là pour me donner des bons conseils, mais que ce soit bon ou négatif. Il est toujours derrière moi. Parce qu'en gros, c'est-à-dire que tu filmes tes matchs, c'est ça? Non, en gros, il y a la... Ah oui, t'as la caméra de filmation, ouais. Et du coup, après, je lui envoie les liens. Tu peux et tes matchs et voir tes actions, etc. C'est ça. C'était pas le cas à mon époque, ouais, mais oui, mais historique. Mais c'est bien aussi même pour toi, pour travailler tes matchs, ce que tu as peut-être loupé ou ce que tu as bien fait. Ouais. Nous, on n'avait pas ça à notre époque, c'est ce qui est sûr. Par contre, ce qui serait bien, c'est justement, avant, il y avait le suivi des buteurs. Et c'est pour ça, moi, c'est la question que je voulais te poser. Aujourd'hui, toi, tu te sens quoi? Attaquant ou buteur? Bonne question. Intéressant. Je dirais plus attaquant. Parce que je sais que j'ai toujours l'envie de marquer, mais en tant qu'attaquant, ça ne me dérange pas que De faire la passe. de faire la passe décisive ou que mes autres coéquipiers brillent à ma place. Et par rapport aussi au système de jeu, on sait que voilà, tu sais, il y a beaucoup, on dit 4-3-3, etc. Est-ce que toi, tu as un système en particulier où tu te sens le plus à l'aise? Et dans quelles conditions, si tu aimes justement être positionné, prendre les bons espaces? Est-ce que justement le coach aussi te guide en te disant voilà, faut que tu prennes cet espace-là, demi-espace? Comment il est avec toi au quotidien? Moi, on va dire c'est plus style 4-3-3. Ouais. Même si ça ne me dérange pas de jouer à 2 devant, mais j'aime bien avoir cette liberté devant. Parce que je sais, déjà, premièrement, défensivement, le taf que j'ai à faire. Alors que quand on est à 2, il faut se le partager. Des fois, c'est pas toujours bien fait. Alors que quand je suis tout seul, je sais ce que je dois faire. Et s'il n'est pas bien fait, c'est que de ma faute. Maintenant, offensivement, le coach, il me laisse une liberté. Quand même, parce qu'il sait que c'est l'attaquant que je suis. Donc, il sait un peu comment je joue. C'est-à-dire, il me laisse une certaine liberté de pouvoir décrocher, prendre la profondeur, regarder le ballon. Et c'est ça qui me plaît en général. Tu as parlé de Didier Drogba, mais est-ce que potentiellement, là, à l'heure actuelle, tu as une référence? On sait que là, tu as le Paris Saint-Germain qui est l'équipe phare du moment. Est-ce que potentiellement, tu as une équipe où tu as un joueur en particulier que tu suis à travers ses performances? Harry Kane. Je regarde Ok. beaucoup Harry C'est Kane vraiment aussi. ton type, profil type. Ouais, moi, c'est... depuis que j'ai décidé de changer de style de jeu, je regarde Harry Kane et même Karim Benzema aussi. Parce que je sais que c'est des attaquants, ils restent pas c'est un forcément... ennemi, quand même. Ouais, ils restent pas forcément collés aux défenseurs, C'est ils ça. peuvent décrocher, prendre le ballon et emmener l'action. Et c'est ce style-là maintenant que j'apprécie le plus. Mais je dirais, pour poursuivre sur ça, je savais que quand il parlait d'Harry Kane, il avait forcément parlé de Karim Benzema. C'est des joueurs qui
qui sont au départ des assassins devant le but. C'est des tueurs, c'est des buteurs, mais qui ont dû, notamment Karim Benzema, quand il arrive au Real, je dirais, élargir sa palette. Exactement. Et pour se rendre indispensable. Il y avait déjà un assassin qui marquait encore plus de buts, donc il a dû trouver quelque chose d'autre que Cristiano n'avait pas, c'était faire le jeu. Et Harry Kane, c'était exactement la même chose à Tottenham. En Angleterre, il y avait vraiment des sacrés buteurs, et Harry Kane, il a toujours perduré parce qu'il a pu être et le buteur, et celui aussi qui faisait jouer son équipe. Et les deux, c'est effectivement des... Mais c'est des buteurs, hein. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, je te posais la question, en fait. Parce que tu as dit un truc qui fait partie aujourd'hui du football moderne, mais qui est... Bon, moi, je suis dans notre temps, mais c'est l'aspect défensif. Tu vois, quand tu dis, c'est d'abord le fait de défendre et Ah oui, ça c'est nouveau. ouais, ça. comme si tu sais, on était conditionné aujourd'hui Exactement. pour être dans le moule et tout, il faut d'abord savoir défendre avant de savoir attaquer. Et c'est vrai que ça, c'est pour ça que je pose toujours la question. Des attaquants, il y en a beaucoup. Des buteurs, il y en a de moins en moins. De moins en moins. Ah, c'est une Et denrée par rare. contre, des joueurs hybrides comme ça, c'est je dirais, c'est le nouveau neuf. Mais c'est ça que je voulais rebondir par rapport à ça, c'est que Ouais. je te parlais de Dembélé, Ouais. dans le sens où tu vois Dembélé, maintenant il a appris à défendre. Parce que tu vois, tu as Ah le oui, coach complètement. qui donne les instructions en disant voilà, d'abord, au set tu vas marquer, mais aussi il faut savoir défendre, faire le pressing, le contre-pressing, tu vois. Et ça aussi, dans le football maintenant moderne, c'est ça aussi le plus important, Ah je bah trouve, ouais, maintenant, exactement. c'est qu'il faut Ouais, savoir défendre et attaquer. Ah bah oui. Oui, t'es devenu plus Aujourd'hui, il faut complet, plus savoir, polyvalent. Oui, Faut c'est jouer ça. en équipe, Ah de oui. toute façon. Là où j'aimerais aussi avoir ton ressenti, t'es parti à l'étranger. Ouais. T'as connu le FC Pristina au Kosovo. Ouais. T'es parti à quel âge? Je suis parti à 22 ans. 22 ans. Ouais, Comment s'est concrétisée cette opportunité? Parce que bon, le Kosovo, c'est pas courant. ouais. Comment ça s'est concrétisé? Bah, après la saison de nationale, la première saison nationale 3 avec Saint-Olomone, et bah, j'ai Madame qui m'envoie un message qui me dit qu'en gros, bah, il a un contact, en gros, qui connaît le nouveau coach du FC Pristina. C'est un Français. Et du coup, il lui a demandé s'il avait potentiellement des joueurs qui pouvaient essayer de venir voir un peu ce qui se passe au club. Et du coup, le contact, il s'est fait comme ça. J'ai parlé avec le coach, je l'ai eu au téléphone, ça s'est bien passé. J'ai parlé aussi avec le président. Et après, après toutes ces discussions-là, ils m'ont pris mon billet pour que du coup, je les rejoigne au Kosovo. Et comment ça s'est passé là-bas? En vrai, ça s'est très bien passé. Je suis arrivé dans un... déjà, je suis parti parce que je voulais déjà découvrir. Je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience. J'ai rien à perdre, c'est-à-dire je suis allé et franchement, ça s'est bien passé. Je suis arrivé dans un environnement franchement, qui était très professionnel, D'accord. Mais familial? ouais, familial, vraiment. Dès le début, dès que j'ai vu le président, tout ça, c'était vraiment ça. Et au niveau que ça soit des infrastructures, des entraînements et même le personnel autour, et c'était vraiment top. Et c'est là que j'ai vu vraiment que je passais dans un niveau professionnel. Et t'aurais pas pu y rester plus longtemps? En fait, ce qui s'est passé, c'est du coup avec Saint-Olomone, avec le président, du coup, j'ai signé le contrat en fait avec Pristina. Mais le problème, c'est que eux, vu que ça fait pas longtemps qu'ils sont dans l'Union européenne, ils sont pas au courant de toutes les règles. Et c'est-à-dire, quand j'ai signé le contrat, ils pouvaient pas être homologués parce qu'il manquait les indemnités de formation. Et ça, du coup, par rapport à ça, du coup, que j'ai pas pu rester là-bas. Puisqu'en gros, ici, ils demandaient une grosse somme et là-bas, ils ont pas voulu. Donc, au final, ça s'est terminé comme ça. Et je présume que ça te donne envie de regoûter à l'étranger. Oui, forcément. Que ce soit à l'étranger ou même ici, goûter au niveau professionnel. D'accord. Oui, non, mais en fait, dans ce que tu dis, c'est quoi? C'est Saint-Olomone qui demandait, C'est ça, entre guillemets, un ouais. dédommagement Oui, c'est ça. au titre des années de formation, mais ça, c'est quelque chose de réglé. Oui, C'est pas ça, forcément oui. eux qui fixent le montant, c'est ça? C'est par rapport au nombre d'années que tu as passé. Oui, c'est par rapport au nombre d'années, oui. En fait, c'est monnaie courante, c'est C'est ça. Oui, oui. Pas Oui, beaucoup. voilà, Mais c'est obligatoire. un club comme Oui, Saint-Olomone, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas la Ouais, trésorerie des c'est clubs ça. professionnels. C'est exactement, C'est ouais, très ouais, compliqué. c'est ça. Mais même à l'époque, c'était déjà comme ça. Oui, je sais. Mais je veux dire que derrière, il n'a pas fait de centre de formation. Mm. Et puis il a passé toute sa formation, si je comprends bien, à Saint-Olomone. Donc du coup, au final, c'est Saint-Olomone qui devait tout, qui devait tout percevoir. Exactement, ouais. Et donc, Mais après, les montants, ils varient aussi selon la bonne volonté du président. ce que j'allais dire, est-ce que le président il a forcément C'est facilité la... C'est ça, la transaction. Ouais, Non, ouais. il voulait forcément cette somme, il a campé sur ses positions. Bah, Ah bah voilà. Ouais. Ah, donc est-ce que tu as aujourd'hui encore un goût amer de cette situation? Oui, forcément, parce que je sais que dommage. là-bas, j'ai laissé quelques amis à moi, et en gros, que j'ai rencontré là-bas, du coup,
français, anglais, on s'est liés d'amitié. Et je sais que la saison qu'ils ont fait après, ils remportent la coupe. Du coup, par la coupe, ils se qualifient pour les barrages, pour les barrages de l'Europa League. Ouais. Du coup, c'est ce goût amer-là d'avoir loupé cette expérience-là. Parce que je sais que c'est pas la même chose que de jouer ici, forcément. Mais encore aujourd'hui, tu as un regret. Un sentiment d'amertume, quoi. Oui, d'amertume, mais après, je suis pas forcément resté que focus sur ça. Parce que déjà, quand je suis revenu, j'étais déjà pas bien, déjà. Après, du coup, quand je suis revenu, j'ai appelé Madame directement. Il m'a dit, viens à l'entraînement, c'est-à-dire, c'est reparti de là. Et j'ai joué le deuxième match de championnat avec Saint-Olomone. Et je suis rentré contre Château et j'ai marqué. C'est-à-dire, c'est depuis ça, après, je me suis dit, bon, je vais pas m'attarder sur mon sort. Faut que je reprenne du poil de la bête et que je joue dans tous les cas, si je veux atteindre les objectifs. Ah, mais bravo. Force de caractère impressionnante. Ça l'a forgé, en fait. Et quels sont tes objectifs à court moyen terme? Bon, j'ai bien compris que tu visais haut. Ouais. Est-ce que là tu finis ta saison avec l'Entente Saint-Gratien? Est-ce que pour toi dans ton esprit tu vas aller voir ailleurs ou rien n'est fixé à aujourd'hui? Actuellement rien n'est fixé. Là je me donne pas forcément de limite. Comme là on est encore en course pour la montée en National 3 avec Sanois. Si on monte, c'est très bien pour tout le monde. Est-ce que tu y restes si ça reste Si j'ai rien de mieux, je resterai à l'Entente Saint-Gratien, sans problème. Et si j'ai quelque chose de mieux, on s'assiera avec tout le monde et on verra ce qu'il faut faire. J'espère que ça se passera mieux qu'avec Saint-Olomone. Ouais. Dernière question, messieurs, parce qu'on arrive déjà à la fin. Moi, déjà, je voulais vous dire par rapport à ton parcours. On sait que tu as connu, on va dire, cette expérience délicate, malheureusement, avec le Kosovo. Farid en parlait, on sait que tu as cette force de caractère-là. Est-ce que justement, elle t'aide justement au quotidien? Et comme on a dit, on espère aussi potentiellement te voir aussi au plus haut niveau. Mais là, actuellement, comme avec l'Entente Saint-Gratien, on va dire, c'est quoi les objectifs, on va dire, de fin de saison et pour l'année prochaine, potentiellement? Ouais, forcément, ça m'a forgé un caractère, oui. J'avais déjà un caractère, mais on va dire qu'il était mauvais. Je suis un peu connu pour ça. Mais tout se passe bien. Mais cette expérience, c'est vrai qu'elle m'a forgé un caractère de bosseur, du coup, parce qu'il fallait que je me relève de tout ça. Et là, du coup, les objectifs avec Sanois, c'est de viser là-haut. On vise la montée, on se le cache pas. C'est-à-dire, on va tout faire pour essayer d'accrocher cette montée-là. Si ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, faudra bosser encore pour essayer de le faire la saison prochaine. Et niveau personnel, on verra un peu là où ça va me mener. Est-ce que tu as eu quelques opportunités ou pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est calme encore. Okay. En tout cas, sur ta gauche, tu as un conseiller sportif. N'hésite pas à en profiter. Je vous mettrai en contact. Et puis en face de toi, comme tu avais un grand attaquant, donc peut-être une dernière question entre attaquants. Alors un vieux maintenant. Toi. Non, mais c'est sûr que quand moi j'ai fait courte question à bout. Ouais. Non. Moi, ce que je lui souhaite, en tout cas, c'est sous la forme d'une question, mais c'est pas de se mettre de limites. Et de toute façon, la formation parisienne et puis les expériences que tu as vécues, elles vont faire qui tu es. De toute façon, elles vont te servir dans tes choix, dans la certitude que tu as de tes capacités et puis même de tes compétences et tes qualités. Je sais pas quel âge tu as, mais je crois que tu es encore 24. Tu es encore très jeune parce qu'à 22 ans, si tu me parlais d'être parti au Kosovo, 2 ans plus tard, on en discute. Moi, je serais toi, effectivement, la question elle va se reposer à nouveau de repartir, surtout si là-bas, tu as laissé un bon souvenir et que ça s'est pas fait juste pour une histoire, je dirais, administrative. On va dire ça comme ça. Voilà. La fin de saison, tu as un certain nombre de buts dans ta tête, j'imagine. Ouais. Là, t'en es loin? Là, je suis à 7 buts en championnat. Et l'objectif, c'est 10 là. Et au mieux, aller chercher les 15. Puis, comme ça, 15, le double. Farid te fera une Rolex, comme Dembélé. Alors, plus une Rolex qu'une Rolex, Kevin. À part si t'as des prix, Kevin. En tout cas, tu n'oublieras pas, Elijah, que tu es passé sur une radio locale et associative. Si tu es amené à signer pro, et on te le souhaite très rapidement, pour nous faire une petite dédicace très prochainement. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et on te souhaite le meilleur, forcément. Merci. Avec Sanois et plus par ailleurs. Messieurs, et oui, il est déjà 19h, bientôt 57.
c'est la fin de l'émission. Dernier tour de table. Abou, merci d'être passé. Merci Farid, encore une fois comme d'habitude, je vais faire comme lui avec son entrée. Ouais. Moi, tant qu'on parle de foot, ça me va. C'est que du sport et du plaisir. Et voilà. Merci à nos invités. C'était très intéressant de discuter justement un petit peu les coulisses, un petit peu hors terrain Exactement. de certains joueurs et de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir. D'avoir aussi son entre guillemets son expérience au Kosovo. Qui est très enrichissante, à savoir qu'il y a des joueurs quand même qui ont du courage parce qu'il faut y aller. Ah oui, ouais. Faut tenter l'expérience. Et puis bon, comme c'est un attaquant, j'ai une sympathie forcément particulière. Je dirais 2-3 mots après. Pas de soucis. Okay. En tout cas, moi j'ai aussi quand même beaucoup de sympathie. Et pourtant, Kevin, c'est pas un attaquant. Exactement. Merci d'être passé, Kevin. Franchement, un plaisir, les amis. Merci franchement pour cette émission. Franchement, on n'a pas vu le temps passer, c'était formidable. Merci pour les anecdotes, Cyril. Merci aussi pour ton point de vue aussi sur ta saison. Et puis à lundi. Allez, à lundi. Enfin, lundi pour l'émission. La prochaine. Oui, bien sûr. RGB, bien évidemment. Exactement. Je te lançais. Oui, tout à fait. Merci Kevin. J'ai pas vu le ballon passer, donc je suis un peu perturbé. Cyril, merci d'être passé également. Un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux, tu connais maintenant l'adresse. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, je voulais dire aussi quelque chose, parce que je t'ai rencontré par rapport à un ami à moi, Ali Django Camara, qui est décédé. Ça fait 1 an, paix à son âme. Et ça me fait plaisir d'être venu, parce que c'est grâce à lui que je suis là aussi, parce que c'est lui qui nous avait mis en contact. Exactement. Je voulais le dire. Et tu fais bien de le dire. Grosse pensée pour lui et sa famille. Merci Cyril, et Elijah, mot de la fin, il est pour toi. Merci à vous déjà de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'était un plaisir de parler avec vous. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à tous. J'espère que l'émission vous a plu. Et n'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à tous les 4. Merci à Axel et Damien derrière les fourneaux là-bas. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux, c'est important. Vous êtes de plus en plus et continuez à le faire, à nous suivre. Restez connectés. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas d'ici là, le football ce n'est que du plaisir. Ciao.